Hola todos, j'espère que vous allez bien pour commencer. Alors tout d'abord, j'ai deux informations capitales. La première concerne l'affaire Sarah Skazzi. J'ai appris dernièrement que la Cour européenne des droits de l'homme avait accepté de réexaminer cette affaire. Donc pour ceux qui ne savent pas de quoi je parle, je vous invite à visionner cette vidéo, donc je vous la mettrai là. Ou là, la Cour européenne accepte très rarement de réexaminer ce type d'affaires. Donc ça signifie qu'eux-mêmes ont constaté qu'il y avait de grosses irrégularités qui s'étaient produites, que ce soit durant l'enquête ou durant le procès. Alors je vous avoue que moi je suis émue, parce que comme je l'avais signifié dans la vidéo, je crois en l'innocence de Sabrina et Cosima Miseri, donc forcément de savoir que la Cour européenne va tout revérifier, ça me rassure. Je vous cache pas que ça me rassure. Après, certains les pensent coupables. Vous avez le droit de le penser. Enfin voilà, c'est comme ça. Mais du coup, moi, ça m'a quand même pas mal ému. La deuxième information, et je sais que vous êtes nombreux à l'attendre avec impatience, ça concerne l'affaire Emmetim Roberta Bruzzone. Là encore, pour ceux qui ne savent pas de quoi je parle, je vous invite à aller regarder la vidéo là ou là. C'est une histoire complètement folle. Je vous garantis que vous allez être choqués. Enfin, je pense en tout cas que vous allez être choqués. Donc allez regarder cette affaire avant de regarder ma partie sur Emmetim dans cette vidéo, sinon vous n'allez pas bien comprendre. Je la laisse donc en fin de vidéo pour pas polluer l'affaire Marco Vagnini. Et à présent, je vous propose de nous intéresser à cette histoire que je trouve très intéressante et qui m'a laissé extrêmement perplexe. Je pense qu'elle ne vous laissera pas indifférent, j'en suis sûre et certaine. Donc ce que je vous propose, c'est de cesser les digressions ici et maintenant. Je vous laisse vous installer tranquillement et puis je vous dis à tout de suite. Martina, se voleva parlare, doveva parlare da un bel po', quindi io non gli rivolgo più niente a queste persone devono pagare per quello che hanno fatto. Martina, la porta vostra è sempre chiusa adesso? Sì. Sì, io la porta l'ho chiusa dal momento in cui lei mi ha ingannato. Martina fino al 17 per me era una figlia, dopo il 17 lei mi ha ingannato, quindi a casa mia non avrà mai il perdono. L'histoire se déroule en 2015 à proximité de Rome, capitale italienne et joyau historique. Marco Vagnini est un jeune homme de 20 ans, originaire de Cerveteri, une petite ville proche de Rome. Ses parents, Marina et Valerio, n'ont eu qu'un seul fils, à qui ils ont tout donné depuis son enfance, et qu'ils ont toujours décrit comme un être plein d'amour et de bienveillance. D'ailleurs, tout son entourage s'accorde à dire que Marco, c'est un garçon très gentil, très souriant, solaire, et soucieux du bien-être des autres. Et depuis qu'il est petit, il a pour rêve d'intégrer la patrouille de l'aéronautique militaire italienne, les Frecce Tricolori. Alors son oncle Roberto a lui-même été militaire, donc il connaît déjà plus ou moins les tenants et les aboutissants de ce corps de métier. Il est en couple depuis 3 ans avec Martina Ciontoli, une jeune femme de son âge, qui vit à Ladispoli avec ses parents Antonio et Maria, et son grand frère Federico. Pour information, Federico a fréquenté pendant 3 ans l'école militaire de Naples, mais il n'a pas souhaité poursuivre dans cette voie. Alors c'est un détail, mais vous verrez par la suite qu'il a son importance. Bon, j'espère que je vous ai pas perdu avec les prénoms. Donc Maria, c'est la mère de Martina. Martina, c'est la copine de Marco. Et Marina, c'est la maman de Marco. Ok ? Le père de Martina, Antonio, est sous-officier de la marine militaire et il travaille également avec les services secrets italiens. Et autant vous dire que lorsque Marco avait rencontré Antonio au début de sa relation avec Martina, tout de suite il avait été admiratif de la carrière de cet homme, puisque lui-même souhaite devenir militaire. D'ailleurs, le jeune homme a très bien été accueilli par la famille de Ciontoli, au point qu'il passe énormément de temps avec eux pour tout type d'occasion. Du côté de la famille Vagnini, Martina aussi a bien été accueillie par les parents de Marco, mais c'est vrai que la mère de Marco, Marina, au départ, elle a trouvé que la jeune femme avait un caractère assez froid par rapport au caractère de son fils, qu'elle décrit comme très généreux, très solaire. Après, je vous apprendrai rien en vous disant que pour certaines mamans, aucune femme ne sera jamais assez bien pour son fils, ce qui ne signifie pas qu'elle ne l'apprécie pas. Au contraire, elle apprécie beaucoup Martina, au point qu'elle la considère comme la fille qu'elle n'a jamais eue. Les amis de Marco, quant à eux, ont quand même beaucoup de réserves sur ce couple. À savoir qu'à partir du moment où Marco et Martina se sont mis ensemble, Marco a quasiment coupé les ponts avec ses potes, il ne répond plus aux invitations, ou quand il s'y rend occasionnellement, c'est toujours en présence de Martina, au point qu'il a même supprimé son compte Facebook pour en créer un en commun avec Martina. Alors, c'est vrai qu'au tout début d'une relation, ça peut se comprendre, c'est tout nouveau, l'amour, la passion, blabla, mais là, concrètement, sur ces 3 années,
ça a perduré, à savoir que les amis de Marco ne le voient quasiment plus du tout, et le motif serait la jalousie maladive de Martina. À plusieurs reprises, elle lui a fait des scènes, quand il disait bonjour à ses voisines, ou ne serait-ce que le fait qu'il ait des amies filles, elle le prenait extrêmement mal, donc progressivement, il a coupé tout lien avec ses amies femmes pour éviter des disputes dans son couple. Donc tous s'accordent à dire que cette relation était vraiment malsaine et il semblerait que Marco lui-même en ait parlé à ses parents. Il leur aurait dit qu'il se sentait de moins en moins épanoui auprès de Martina, mais qu'il était encore trop attaché à elle pour la quitter. Et ce qui l'aurait poussé à verbaliser son mal-être, c'est que la jalousie maladive de Martina lui mettait même des bâtons dans les roues pour sa future carrière dans l'armée. Comme je vous l'ai dit, il veut faire partie des Frecce Tricolori. Martina, elle, de son côté, elle n'est pas très chaude. Elle n'est pas très chaude puisque, dans la mesure où elle est extrêmement jalouse, elle ne veut pas que Marco puisse intégrer l'armée puisque ça signifie qu'il devra s'absenter pendant un temps. Et ça la dérange fortement, donc elle a tendance à être démotivante, à lui dire que c'est une très mauvaise idée d'intégrer l'armée, que ça pourrait avoir un impact sur leur couple. Enfin, vous voyez le genre de démotivation. Début 2015, Antonio, donc le père de Martina, parle avec Marco de son souhait de rentrer dans l'armée et il lui dit écoute, ce que je vais faire, c'est que je vais m'occuper de ton inscription, je vais m'occuper de la paperasse, dans la mesure où moi-même je travaille dans l'armée et que j'ai un certain grade, je peux te faciliter pour que ce soit plus simple pour toi. Là, Marco est content, il est très content même, puisque son beau-père, qui l'admire énormément, le pousse en fait à réaliser son rêve et lui dit même « T'inquiète, je vais t'aider pour l'inscription, tu verras, je m'occupe de tout ». Les semaines passent et Marco n'a toujours pas de nouvelles de son inscription à l'examen. Donc il va voir Antonio et là Antonio lui explique que lors de l'inscription, en fait il a remis un mauvais document à l'administration et que l'échéance étant arrivée, il n'a pas pu l'inscrire pour l'examen. Marco a été tellement déçu qu'il en a parlé à son oncle Roberto, qui lui-même a travaillé dans l'armée, et son oncle lui a dit non mais en fait il se moque de toi, je pense qu'il t'a jamais inscrit à l'examen, il a fait exprès de dépasser l'échéance pour te parler en fait de cette histoire-là, pour pas que tu puisses t'inscrire à l'examen d'entrée. Alors là on se dit mais quel pourrait être le motif d'Antonio? Certains pensent que ça pourrait avoir un lien avec la jalousie maladive de Martina. Donc en gros, Antonio aurait empêché Marco d'accéder à l'inscription à la demande de sa fille. Malgré cet événement, Marco est toujours très attaché à Martina et sa famille. Il n'est pas épanoui dans cette relation, comme je vous l'ai dit, mais voilà, il est beaucoup trop amoureux. Mais la relation ne cesse de se dégrader, au point que le 26 avril 2015, Marco cesse tout contact avec Martina. Il ne répond plus ni à ses SMS, ni à ses appels. Le 30 avril, Martina envoie un texto à Valerio, le père de Marco, et elle lui dit en gros « Dis à ton fils que si pour lui c'est normal qu'on n'ait plus de contact, lui et moi en fait j'ai atteint les limites de ce qui était acceptable. Si demain j'ai toujours pas de nouvelles de sa part, il peut m'oublier définitivement. » Bon, autant vous dire qu'ensuite elle a eu des nouvelles de Marco, et ils se sont rabibochés. Le 17 mai 2015, les parents de Marco invitent Martina à manger chez eux pour le déjeuner. Et d'après Marina, Valerio et Roberto, voilà ce qu'il se serait passé. Durant le repas, Roberto et Marina parlent avec Martina du dossier d'inscription de Marco pour l'armée. Et là, ils lui disent « Écoute, c'est pas normal ce qu'il s'est passé. Ton père Antonio était censé aider Marco pour son dossier d'inscription. Enfin, pourquoi en fait cette inscription n'a pas eu lieu? Qu'est-ce qui a bien pu se passer pour que ton père se trompe ?» Là, Martina leur répond, écoutez, après tout, c'est peut-être mieux qu'il fasse des études, non? Même mon père est d'accord avec moi, c'est préférable qu'il fasse des études. D'après la famille de Marco, la jeune femme semblait particulièrement nerveuse durant cette conversation, et peu après, elle a prétexté une urgence pour rentrer chez elle. L'après-midi même, elle envoie quelques SMS à Marco, qui n'y répond pas. Lui, à ce moment-là, il travaille, et il a prévu de passer la fin d'après-midi avec des amis pour un anniversaire. Ça, c'est un truc qui ne lui est pas arrivé depuis un petit moment déjà, puisque comme je vous l'ai dit, il n'avait pas trop le droit de sortir voir ses amis sans Martina. Donc là, il décide de penser un peu à lui. Et il le sait d'ores et déjà que s'il prévient Martina qu'il a prévu de sortir avec des amis, elle va péter un câble. Juste après l'anniversaire, il se rend à Ladispoli, chez la famille Ciuntoli, afin de dîner avec eux. Ce soir-là sont présents Antonio, sa femme Maria, Martina, son frère Federico et la fiancée de Federico, Viola Giorgini. À 23h, Marco appelle sa mère Marina pour lui dire qu'il dort chez les Ciuntoli et qu'il rentrera le lendemain. Marina raccroche sans se douter un seul instant
que c'est la dernière fois qu'elle entend le son de sa voix. À minuit 06, le centre d'appel d'urgence reçoit cet appel d'Antonio Ciontoli. 18 Roma, salve, buonasera. Buonasera, senta, c'è un'emergenza via Arcide De Gasperi da Dispoli. Allora, via Arcide De Gasperi. Sì. La Dispoli, eh? Sì. Senta, se vuole lo porto io all'Aurea Hospital. Perché? Se mi chiede l'ambulanza gliela sto attivando, perché poi mi dice che vuole portarlo lei da solo? Più che altro. I tempi sono brevissimi e se mi dà il tempo di scriverlo almeno. Allora mi dia un cognome sul citofono che c'è scritto? Ciontoli. Ciontoli, quanti anni ha? Che problemi ha? Lui ha 20 anni, un infortunio praticamente in vasca. È caduto? Sì, praticamente si è caduto e si è bucato un pochino con come si chiama, il pettine, quello a punta. E quindi cosa si è fatto? Niente, sul braccio si è bucato, si è messo paura, un panico. Ma sento che si lamenta. Sì, infatti sì. Ma mi scusi, chiedo venia, è diversamente abile? No. No, perché sento una voce un po' strana. Il nome? No, se un po' Il nome qual è? panico. Il nome qual è? Marco Vannini. Prego? Marco Vannini. Può darsi anche che l'ambulanza praticamente lo disinfetti, allora dipende da... Certo, c'è uno squarcio, c'è un taglio, cosa c'è? C'è un buchino. Un buchino? È andato in panico e... Sta urlando, ma si è sentito male? Sì, è andato in panico. Panico è questo. Ok, le sto attivando un'ambulanza, va bene? Ok, grazie. Salve. Donc là, pour le téléopérateur, concrètement, il ne s'agit pas d'une urgence, puisqu'Antonio lui a expliqué que Marco faisait une crise de panique après s'être blessé avec un peigne. L'ambulance arrive au domicile de la famille Ciontoli à minuit 20, et la première chose que le personnel médical remarque, eh bien, c'est que Marco, qui est inconscient, est allongé par terre devant la porte d'entrée. La famille Ciontoli expliquera plus tard qu'ils l'ont déposé à cet endroit afin de faciliter son transfert par les ambulanciers. Là, quand ils voient le jeune homme inconscient, les deux ambulanciers demandent à Martina ce qu'il se passe. Et elle leur répond spontanément « Je ne sais pas, je n'étais pas là au moment des faits ». Il pose la même question à Federico et il leur répond « Écoutez, je crois qu'il a eu une crise de panique ». Antonio s'adresse aux deux ambulanciers et il leur dit « Non, mais en fait, ce qu'il s'est passé, c'est que il prenait un bain et il s'est blessé avec la pointe d'un peigne qui lui est rentré dans le bras. C'est pour ça qu'il a un trou à ce niveau-là et il a complètement paniqué et il est tombé dans les pommes ». Les deux ambulanciers, qui sont également infirmiers, examinent Marco, mais en fait, ils n'arrivent pas à poser un diagnostic ou à savoir comment l'aider, puisque ils n'arrivent pas à comprendre de quoi il souffre. Il est livide, il ne respire quasiment plus, il est littéralement en train de mourir. Les deux ambulanciers, conscients de l'urgence de la situation, transportent Marco au poste de premier secours de la Dispoli, qui est une petite structure, tandis que la famille Ciontoli le rejoint en voiture. À minuit 35, Maria, donc la mère de Martina, appelle les parents de Marco pour leur demander de les rejoindre le plus rapidement possible. Elle leur explique que Marco s'est blessé après une chute dans les escaliers. Et quand Marina et Valerio arrivent sur place, ils tombent sur Maria et Federico qui attendent devant le poste de premier secours et qui leur disent « Venez, on va marcher un petit peu, on va vous expliquer ce qu'il s'est passé ». Donc là, les parents de Marco écoutent, leur disent « Oui, dites-nous ». Et là, Maria leur dit qu'en fait, Antonio a accidentellement tiré sur Marco pendant qu'il nettoyait son arme. D'après Marina, Maria aurait ajouté « À cause de cet incident, mon mari risque de perdre son travail ». Quelques minutes après, Martina et Viola, donc la fiancée de Federico, sont arrivées au poste de premier secours. Donc là, si vous avez bien suivi, Marco est à l'intérieur du poste de premier secours, qui est une toute petite structure, qui dispose de quelques médecins, mais c'est vraiment une petite structure, c'est pas un hôpital, c'est un poste de premier secours. Tandis que les familles Ciontoli et Vannini se trouvent à l'extérieur en train de discuter. Les médecins examinent Marco et ils n'arrivent pas à comprendre ce qu'il se passe. Comme je vous l'ai dit, il est livide, il ne respire quasiment plus, il est inconscient, mais il n'a pas de blessure apparente, hormis un petit trou au niveau de son bras droit. Antonio se dirige vers un médecin et il lui demande s'il peut lui parler en tête à tête. Et c'est là qu'il lui avoue qu'en fait, Marco a été blessé par balle. Donc là, le médecin commence à comprendre plus ou moins ce qu'il se passe, à savoir que Marco a reçu une balle qui a traversé son bras et s'est certainement logée à l'intérieur de son corps.
et l'absence de sang à l'extérieur de son corps s'explique par une hémorragie interne. Donc là, le jeune homme a déjà certainement perdu plusieurs litres de sang. Le médecin, qui est complètement catastrophé par les révélations d'Antonio, lui dit « Mais attendez, pourquoi ne pas l'avoir dit plus tôt? Là, c'est une information capitale !» D'après les témoins, Antonio aurait répondu « Je ne sais pas, j'avais peur d'avoir des problèmes avec mon travail, je suis carabinier, pourriez-vous faire en sorte que ça ne se sache pas ?» Devant cette information tardive mais vitale, Mario est téléporté afin de rejoindre l'hôpital de Rome, qui est bien plus adapté, mais il meurt durant le trajet, à 3h10 précisément. Dans la mesure où il s'agit d'une mort par balle, les carabiniers sont prévenus. Donc là, on invite la famille Ciuntoli à se rendre à la gendarmerie pour leur déposition. Ils s'y rendent dans la nuit du 17 au 18, donc juste après la mort de Marco. Et là, ils sont tous interrogés. Martina, Federico, sa fiancée Viola, Antonio et sa femme Maria. Et d'après eux, voilà ce qu'il se serait passé. Le matin du 17 mai, Antonio a nettoyé ses armes dans la salle de bain et il les a laissées sur place. Dans la soirée, Marco rejoint la famille Ciuntoli afin de dîner avec eux. Peu après le repas, il demande à aller prendre un bain, puisque il a travaillé toute l'après-midi comme maître nageur. Donc là, il monte, il commence à prendre son bain. Martina le rejoint, certainement pour se laver les dents ou pour discuter un peu avec lui. Peu après, Antonio les rejoint, puisqu'il s'est souvenu qu'il a oublié ses armes dans la salle de bain. Au moment où le père de famille rentre dans la salle de bain, Martina en ressort. Là, Antonio récupère ses armes et l'une des deux, à savoir un Beretta, a glissé de son étui et au moment où il a voulu le récupérer, un coup de feu est parti en direction de Marco. Le jeune homme a sursauté, pris de panique, mais ne voyant pas de sang sur lui, Antonio a pensé qu'il s'agissait d'un coup d'air. À ce moment-là, il est 23h15. Quelques secondes plus tard, Martina est entrée en courant dans la salle de bain et elle a demandé ce qu'il se passait. Et là, son père lui a dit « Non, il n'y a rien, il y a juste eu un coup d'air » et Marco a paniqué. Federico est entré dans la salle de bain à son tour et a demandé ce qu'il se passait. Là, Antonio lui a dit la même chose, rien ne t'inquiète pas, c'est un simple coup d'air. Après quoi, Antonio, Martina et Federico redescendent au salon, tandis que Marco finit sa douche. Quelques minutes plus tard, il rejoint la famille Ciuntoli dans le salon, mais il a l'air bizarre, il a du mal à respirer et il leur explique qu'il ne se sent pas bien. À 23h40, Federico passe un premier coup de téléphone au centre d'appel d'urgence. Alors, si je peux vous passer la conversation, c'est maintenant. Sinon, eh bien, écoutez, comme d'hab, je vais vous dire ce qu'il leur dit. En gros, il parle avec la téléopératrice et il lui dit « Écoutez, il y a un jeune homme chez moi qui ne se sent pas bien. Il a l'air d'avoir fait une crise de panique, il a du mal à respirer. » Là, la téléopératrice, elle lui dit « D'accord, mais est-ce que ce jeune homme souffre de quelque chose? Est-ce qu'il est malade ?» Là, Federico lui dit « Non, il n'a aucune maladie, mais en fait, il y a eu une blague et il a eu une crise de panique et il a du mal à respirer. » Et la téléopératrice, elle comprend pas ce qu'il lui raconte. C'est pas très clair, tout ça. Elle lui dit « Ok, il y a eu une blague, il a du mal à respirer, mais il a quoi exactement, ce jeune homme ?» Federico, il lui dit « Je sais pas, il est livide, je sais pas trop. » Au départ, la téléopératrice, elle pense qu'on est en train de lui faire une blague. Clairement, elle pense que Federico, c'est un adolescent qui appelle et qui fait une mauvaise blague. Donc elle lui dit « Passez-moi un adulte, s'il vous plaît, passez-moi l'un de vos parents pour que je comprenne mieux ce qui se passe. » Là, Maria récupère le téléphone et elle dit à la téléopératrice « Écoutez, ce jeune homme était dans la salle de bain, il prenait son bain et là, il y a eu une blague et d'un coup, on entend en arrière-fond la voix de Martina dire « Non, mais c'est bon, il va mieux, il a repris connaissance. » Donc là, Maria, elle dit à la téléopératrice « Bon, écoutez, si ça va toujours pas, je vous rappelle et on fera venir une ambulance. » Et elle raccroche. Quelques minutes après, Marco ne va toujours pas mieux. Il a de plus en plus de mal à respirer. Et ce serait à ce moment-là, d'après la famille Ciuntoli, qu'ils auraient remarqué un petit trou au niveau de son bras droit qui ressemble à une brûlure de cigarette. Federico a repensé à l'épisode de la salle de bain. Il y est monté en courant et devant le lavabo, il est tombé sur une douille. Là, il a compris que Marco avait été blessé par balle. C'est pourquoi à minuit 06, Antonio rappelle les urgences, mais au lieu de leur parler du coup de feu, il leur parle d'un accident avec la pointe d'un peigne. Donc d'après les dépositions de la famille Ciuntoli et de Viola, il s'agirait d'un dramatique accident mal géré. C'est pourquoi le 20 mai, Antonio est mis en examen pour homicide involontaire. Les parents de Marco, qui sont rongés par la douleur d'avoir perdu leur fils unique, sont révoltés à l'annonce du chef d'accusation d'homicide involontaire. Pour eux, il y a plusieurs choses qui ne collent pas. Et effectivement, les enquêteurs découvrent des détails très troublants
lors de leurs investigations. Alors tout d'abord, le premier point concerne la nuit du 17 au 18 mai. Comme je vous l'ai dit, dans la mesure où Marco a été tué par balle, les carabiniers sont obligés d'enquêter, donc ils avaient demandé à la famille Ciuntoli de venir pour leur déposition. Lorsqu'ils sont arrivés au poste, ils étaient dans une sorte de salle d'attente, couloir salle d'attente. Ce qu'ils ne savent pas, c'est qu'à ce moment-là, il y a une caméra qui les enregistre. Les carabiniers ont récupéré la bande, ils l'ont écoutée, et il s'avère que les Ciuntoli ont dit beaucoup de choses. On a Martina, par exemple, qui parle avec son frère Federico et avec Viola, et elle leur dit « J'ai vu papa quand il a pointé son arme, et papa a dit à Marco « C'est une blague, il n'y a que de l'air. » Et Marco a dit « On ne fait pas de blagues comme ça. » Donc là, on a déjà un premier mensonge de la part de Martina, souvenez-vous. Lorsque les ambulanciers s'étaient rendus au domicile de la famille Ciuntoli et qu'ils avaient demandé à Martina ce qu'il s'était passé, elle avait dit « Ah ben je ne sais pas, je n'étais pas sur place au moment des faits. » Et lorsqu'elle a été entendue par les carabiniers, eh bien elle leur a dit qu'elle ne se trouvait pas dans la salle de bain au moment du coup de feu. On entend également Federico dire à son père « Tu dois leur dire que la trace du coup de feu te semblait être un kyste. » En gros, la trace au niveau du bras de Marco, dis-leur que tu pensais qu'il s'agissait d'un kyste. Et au-delà de ces petites phrases par-ci, par-là, en fait, on assiste à quelque chose d'assez problématique, à savoir que la famille Ciuntoli se met d'accord clairement sur ce qu'ils doivent dire durant leur déposition. Toi, tu dois dire que tu n'as pas vu l'arme, moi je dirais qu'il n'y a que toi qui as touché la douille. Ça pose problème pour deux raisons, à savoir que, d'une part, ils se mettent d'accord sur une version commune, et d'autre part, Marco vient tout juste de mourir, et ils sont en train de se parler avec une telle froideur que les carabiniers se disent qu'il y a forcément quelque chose derrière. Les voisins de la famille Ciuntoli sont interrogés et ils assurent qu'ils ont entendu le coup de feu à 23h15, ce qui les a alertés. Et ils expliquent qu'à partir de 23h30 environ, ils ont entendu les cris de Marco. Il criait « Pardon Martina, pardon ». Les carabiniers se disent « Mais pourquoi il demandait pardon à sa fiancée ?» Lorsqu'ils interrogent Martina, elle leur assure que Marco n'a jamais dit « Pardon Martina ». Un autre élément assez troublant, c'est qu'on a retrouvé de la poudre dans la chambre de Martina sur les baskets de Marco. Alors qu'on n'est pas censé avoir tiré sur lui dans cet endroit, mais dans la salle de bain. Et le t-shirt que Marco portait le 17 mai s'est littéralement volatilisé. À ce jour, on ne sait toujours pas où il se trouve. Donc ça, c'est autant de détails qui, mis bout à bout, deviennent très suspects. Mais les enquêteurs découvrent quelque chose d'encore plus important. Il s'avère que l'arme d'Antonio, un Beretta, a une sorte de défaut. En gros, il faut charger manuellement l'arme pour que le coup parte, sinon ça bloque. Le coup a été volontairement tiré, et ça change tout. Le 30 septembre 2015, le reste de la famille Ciuntoli et Viola Giorgini sont officiellement inscrits sur la liste des indagati, la liste des personnes sur lesquelles on enquête. Concrètement, on les soupçonne de complicité de meurtre et de non-assistance à personne en danger. Antonio est réinterrogé par la procureure le 2 octobre et là lui dit clairement « Écoutez, je vous laisse une dernière chance pour me dire ce qu'il s'est vraiment passé. » Allora, ce la dice la verità questa volta? Ma la verità l'ho già raccontata. Allora, parliamo un po' più forte. Allora. Da dove vuole che parta? Allora, io le dico che lei la verità non ce l'ha detta, quindi le do un'altra possibilità per dirci la verità. Va bene. E mi dica lei da dove vuole che parto? Da quello che è successo quel giorno. Come è partito questo colpo? Là, il fournit une seconde version. Il explique que le soir du 17 mai, il est monté dans la salle de bain pour récupérer ses armes, qu'il avait oubliées le matin. Après les avoir nettoyées, Marco à ce moment-là se trouvait dans la baignoire, et quand il a récupéré ses armes, Marco les a vues et lui a demandé s'il pouvait les toucher. Apparemment, Marco était fasciné par les armes, il voulait absolument prendre une dans ses mains et voir le fonctionnement. Antonio lui a alors dit « Non, faut pas que tu y touches, j'ai pas le droit de te laisser toucher à mon arme, par contre ce que je peux faire, c'est te montrer le fonctionnement. » Il a alors chargé et appuyé sur la gâchette en pensant qu'il n'y avait pas de munitions à l'intérieur. Quand le coup est parti et qu'il n'a pas vu de sang sur le corps de Marco, il a pensé qu'il s'agissait d'un coup d'air, donc il n'a pas paniqué plus que ça.
Le problème, à ce moment-là, c'est que cette seconde version, ajoutée à tous les détails troublants découverts par les enquêteurs, rend ce second scénario peu crédible pour la procureure. Toute la famille Ciuntoli et Viola Giorgini sont mis en examen. Et pour la famille Vagnini, pas de doute possible, Marco a été tué volontairement et toute la famille Ciuntoli a participé à ce meurtre. Le procès s'ouvre aux assises de Rome en octobre 2017. D'après le ministère public, le scénario le plus crédible serait celui-ci. Le soir du 17 mai, Marco et Martina se seraient disputés dans la salle de bain. Antonio serait monté avec son fils Federico pour voir ce qu'il se passe. Il aurait pris son arme et il aurait tiré sur Marco afin de défendre sa fille. Après quoi, toute la famille, y compris Viola Giorgini, se serait mis d'accord afin de protéger le père de famille. Alors là, je pense que certains se posent une question que je vais anticiper, puisque j'imagine que vous vous la posez, n'est-ce pas ? À savoir, pourquoi Federico a été mis en examen pour complicité de meurtre alors que c'est lui qui a contacté en premier les secours ? Ça n'aurait pas de sens. D'après le ministère public, l'implication de Federico reposerait sur 2 points. Le premier, c'est qu'il a étudié à l'école militaire de Naples. Vous vous souvenez, je vous en ai parlé en début de vidéo. Donc pendant 3 années, en fait, on soupçonne qu'il a manipulé des armes, qu'il connaissait très bien le fonctionnement des armes et que de fait, il a forcément compris que Marco avait reçu une balle au niveau du bras parce qu'il a fait l'école militaire à Naples. Le second point, c'est que lors du 2e appel aux urgences, à aucun moment, quelqu'un précise au téléopérateur qu'il s'agit d'une blessure par balle. Vous vous souvenez qu'Antonio dit qu'un jeune homme a fait une crise de panique à cause d'une blessure avec la pointe d'un peigne. Alors, les 2 arguments de Federico. Le premier concerne l'école militaire de Naples. Il explique que durant 3 ans, effectivement, il a fait cette école militaire, mais que c'était plus de la représentation, en fait, qu'il apprenait, à savoir des défilés, et qu'il n'était pas un expert des armes, qu'il ne maniait pas forcément des armes. Il a dû toucher quelques fois à des fusils, mais il n'était absolument pas expert des armes. Et par rapport à l'appel de son père aux urgences, eh bien, il explique qu'à ce moment-là, il ne se trouvait pas à proximité de lui, qu'il était retourné dans sa chambre pour s'habiller et pour récupérer des vêtements pour Marco. Il dit « Moi, au moment où mon père a appelé les premiers secours, j'étais pas là, il s'était éloigné, donc je pouvais pas savoir en fait ce qu'il leur disait au téléphone. Je pensais qu'il allait leur parler du coup de feu. » Quand Antonio est interrogé, il admet qu'effectivement, il a omis de préciser qu'il s'agissait d'une blessure par balle quand il a appelé les urgences, puisqu'il éprouvait une telle honte qu'il a préféré mentir en pensant que la situation pourrait ensuite être gérée. Un médecin est également appelé à témoigner. Alors, Marco est mort d'une hémorragie interne, comme je vous l'ai dit. La balle a transpercé son bras droit, elle a ensuite perforé son poumon et elle est partie se loger à gauche, donc dans le cœur, dans la partie gauche. Le médecin explique que si le jeune homme avait été pris en charge rapidement, soit lors du premier appel aux urgences, soit lors du second appel aux urgences, il était possible de le sauver. Donc là, clairement, on l'a laissé mourir. En mai 2018, la cour rend son verdict. Antonio Ciuntoli est condamné à 14 années de réclusion. Maria, Martina et Federico sont condamnés à 3 ans. Viola Giorgini est quant à elle acquittée. La famille interjette appel et en janvier 2019, la cour d'appel réduit la peine d'Antonio à 5 ans, considérant qu'il s'agit d'un homicide par négligence. Et la peine de 3 ans pour Maria, Martina et Federico est maintenue. Alors, pour vous expliquer le pourquoi de cette réduction de peine, les juges ont considéré que le coup de feu était involontaire. Certes, Antonio a volontairement omis de dire la vérité au secours par téléphone. Toutefois, même s'il considère que son geste est odieux, il considère que ça ne change absolument pas le côté involontaire du coup de feu. Ce qui, au regard de la loi, est vrai. Mais vous verrez un peu plus tard que c'est pas aussi simple que ça. La famille Vagnini et l'entourage de Mario sont bien évidemment révoltés par cette décision, puisque là on parle quand même de la mort d'un jeune homme de 20 ans qui pouvait être sauvé cette nuit du 17 mai, mais à qui on n'a pas donné cette possibilité de pouvoir être sauvé. Pour eux, en fait, les peines sont beaucoup trop clémentes au regard de ce qui a été fait. Et dès avril 2019, accrochez-vous bien, Antonio Ciuntoli fait savoir par le biais de ses avocats qu'il souhaite se pourvoir en cassation afin de bénéficier d'une nouvelle réduction de peine. Autant vous dire que la famille Vagnini a été particulièrement choquée et scandalisée.
Le ministère public fait savoir à son tour qu'il souhaite que la Cour de cassation réexamine ce dossier afin de rouvrir le procès en appel. Donc de ce que j'en ai compris, Antonio Ciantoli fait savoir que 5 ans c'est beaucoup trop pour lui, même s'il a tué un être humain, et qu'il souhaite bénéficier d'une nouvelle réduction de peine, alors que là il a quand même bénéficié d'une énorme réduction de peine déjà. Le ministère public fait « D'accord, nous aussi on va faire appel à la Cour de cassation pour réexaminer le procès en appel ». Et en février 2020, le procureur général de la Cour de cassation fait savoir qu'après avoir étudié le dossier, il souhaite la réouverture du procès en appel, puisque le chef d'homicide volontaire semble le plus approprié. Il déclare à ce propos « Marco Vagnini n'est pas mort à cause d'un coup de feu, il est mort à cause des 110 minutes de retard pour le secourir ». En gros, pour que ce soit bien clair et pour bien me répéter, la Cour d'appel réduit la peine d'Antonio Ciantoli en disant « Ah, franchement, 14 ans, c'est un peu too much. Certes, il n'a pas prévenu les secours, certes, il n'a pas dit la vérité, mais ça change absolument rien au côté involontaire du coup de feu. » Le procureur général de la Cour de cassation répond « Ok, le coup de feu était involontaire, il n'y a pas de souci, mais c'est pas ça qui l'a tué. C'est le retard de sa prise en charge par les secours. » Échec et mat. Et il ajoute que la famille Ciantoli au complet a participé à cet homicide en omettant sciemment de dire la vérité au téléopérateur du centre d'appel d'urgence afin de protéger la carrière d'Antonio Ciantoli. Donc là, si vous n'avez pas très bien saisi ce qui vient de se passer, ça devient tellement chaud pour la famille Ciantoli que j'aimerais pas être à leur place. En juin 2020, l'émission italienne Quarto Grado révèle qu'Emmetim a pu récupérer une copie de l'appel d'Antonio au 118. Les techniciens ont pu nettoyer la bande pour qu'on distingue mieux les propos de Marco, puisque c'est pas très clair dans la bande originale. Et ce que l'on entend en fond, c'est Marco qui supplie Martina de lui ramener son téléphone, chose qu'elle refuse, et elle lui demande même d'arrêter de crier. Et ça, c'est assez troublant, puisqu'on se dit, mais pourquoi est-ce qu'elle demande à son fiancé agonisant d'arrêter de crier, d'arrêter de gémir? Et les autres questions qu'on se pose, c'est pourquoi Federico n'a pas insisté lors du premier appel au secours pour faire venir une ambulance? Pourquoi Viola n'a pas réagi? Pourquoi Maria n'a pas réagi? Autant de questions laissées sans réponse et qui laissent dubitatif. C'est pourquoi le 30 septembre 2020, la Cour d'appel condamne Antonio Ciantoli à 14 années de réclusion pour homicide volontaire. Maria, Federico et Martina sont condamnés à 9 ans pour complicité de meurtre. La raison pour laquelle leur peine a été alourdie, c'est parce que le chef d'accusation a changé. Alors le chef d'inculpation précis, c'est concorso anomalo in omicidio volontario. Ce que moi j'en ai compris, c'est qu'il s'agit de complicité d'homicide sans intention de tuer. En gros, ils se sont rendus complices d'Antonio en omettant de dire la vérité au secours, de prévenir les secours, mais leur intention initiale n'était pas de tuer Marco. Si des juristes italiens et français passent par là, n'hésitez surtout pas à noter en barre des commentaires si j'ai fait une erreur au niveau des termes juridiques. Moi, en tout cas, c'est comme ça que je l'ai compris. La famille Ciantoli au complet se pourvoit en cassation, ce qui est leur dernière chance pour réviser le procès et obtenir un acquittement. Et Federico, qui jusque-là s'était montré plutôt silencieux et discret, donne une interview en avril 2021 pour revenir sur les événements du 17 mai 2015. Si je peux vous passer l'extrait, c'est maintenant. Sinon, je vais vous dire ce qu'il a dit durant son interview. En gros, la journaliste lui demande donc ce qu'il s'est passé. Et tout d'abord, elle lui demande pourquoi il sort de sa réserve. Est-ce que c'est parce qu'il a peur d'être condamné, d'aller en prison? Lui, ce qu'il dit, c'est qu'il n'est pas d'accord avec le geste de son père. Il condamne le geste de son père. Mais il dit en gros, c'est pas parce que mon père a fait quelque chose d'horrible qu'il faut réinventer la réalité des événements. Il dit, moi, ce soir-là, j'ai essayé de secourir Marco. Au départ, je comprenais pas ce qui lui arrivait. Et quand je suis tombée sur la douille dans la salle de bain, c'est là où j'ai dit à ma famille, bon, là, faut appeler une ambulance parce qu'il a vraiment pris une balle. Et il ajoute que quand son père était en train d'appeler l'ambulance, lui ne se trouvait pas dans la pièce. Sinon, bien évidemment, qu'il aurait saisi le téléphone et qu'il aurait dit, il a reçu une balle par accident, histoire de faire en sorte qu'il soit sauvé. Et il explique même qu'il s'est embrouillé avec son père quand celui-ci avait demandé à se pourvoir en cassation lorsque sa peine avait été réduite en appel à 5 ans. Il dit, à ce moment-là, il y a eu une grosse dispute entre lui et moi, parce que je trouvais qu'il manquait de respect à la famille Vagnini en essayant de
genre de se décharger de toute responsabilité, alors qu'au final, il a menti pour protéger son travail, il a menti par honte peut-être, mais en tout cas, il a menti durant la soirée. Il savait à un moment donné que Marco avait pris une balle dans le bras, mais il a préféré mentir pour se protéger. Et en mai 2021, la Cour suprême confirme les condamnations, les rendant ainsi définitives, à moins que la famille Ciantoli demande un recours auprès de la Cour européenne des droits de l'homme. Marina et Valerio Vanini ont quant à eux fait savoir qu'ils étaient satisfaits de cette sentence qui rend justice à leur fils. Marco, un jeune homme de 20 ans, mort dans des conditions tragiques, une nuit de printemps 2015. Bon, les gars, j'ai dernièrement été contactée par M-Metim par téléphone. J'ai pu échanger pendant près de 2 heures avec une personne qui s'est présentée comme étant coordinateur. La localisation était aux États-Unis, à Chicago, mais on a parlé en italien. J'ai pas décelé d'accent étranger quand il m'a parlé, donc je pense qu'il est, il est d'origine italienne, qu'en tout cas sa langue maternelle est l'italien, je pense. Il m'a apporté quelques précisions, j'ai tout noté sur les précisions qu'il m'a apportées. Le premier point, ça concerne M-Metim. Il m'a dit que c'était pas une société, mais une marque, puisqu'en Italie, les sociétés n'ont pas le droit de travailler gratuitement. Et comme, d'après lui, il travaille régulièrement, gratuitement, avec des familles de victimes, du coup, ça pouvait pas passer en société, donc ils sont enregistrés en tant que marque. Il s'agit d'une dizaine de cabinets d'avocats à travers le monde, ainsi que de cabinets d'experts. En gros, c'est plusieurs professionnels qui travaillent ensemble sous le logo, sous la marque de M-Metim. Il m'a également expliqué que courant mars, il y aura un procès entre M-Metim et l'émission italienne Le Iene pour diffamation par rapport à un reportage qu'ils avaient fait à charge contre M-Metim. Donc ça aura lieu courant mars. Donc j'attends de voir. Et il m'a dit également que Roberta Bruzzone était indagata. Indagata, ça veut dire qu'elle est une enquête la vise pour diffamation de mémoire. Donc là encore, j'attends de voir. Alors, il m'a donné beaucoup d'informations par rapport à cette affaire, ce litige qu'il y a entre eux, mais je pense pas pouvoir les évoquer dans ma vidéo, puisque j'attends la tenue du procès et le jugement. Et si ce qu'il m'a dit est vrai, je vous dévoilerai tout, en fait, je vous expliquerai tout. Après, je vous cache pas que ce qui m'intéresse davantage, c'est l'affaire Mario Biondo. Il m'a expliqué qu'il y avait bien un procès qui se tiendrait le mois prochain pour savoir en fait si les preuves préliminaires apportées par M-Metim étaient fiables, viables, acceptables. Et à partir de là, si le tribunal de Palerme accepte ces preuves, le dossier d'instruction reste ouvert. Et on aura le droit à quelques petites mises en examen dans les plus brefs délais. Du reste, j'ai reçu quelques emails de personnes pro-Bruzzone. Il y a également eu des messages sous ma vidéo Mario Biondo et sur mon Instagram de personnes anti-M-Metim. Mais aucun des messages n'était offensant ou insultant par rapport à ma personne. Au contraire, c'était des messages plutôt courtois, assez polis, de personnes qui me mettaient en garde contre M-Metim, donc j'ai pas eu d'insultes. Après, comme j'ai pas de réseaux sociaux, je sais pas ce qui s'y passe, je sais pas si on me reproche quoi que ce soit, donc j'en sais rien. Peut-être qu'à l'heure actuelle on vient de me condamner à être passé au goudron et aux plumes, mais comme dirait l'autre, écoutez, on ne souffre pas de ce qu'on ne sait pas, donc honnêtement je m'en tape, pour être tout à fait honnête avec vous. Plus sérieusement, et je l'avais déjà dit dans mon autre vidéo, franchement, même si je la sens pas, la Bruzzone, même si vraiment elle fait des trucs extravagants et qui dépassent l'entendement sur ses réseaux sociaux, je vais pas l'enfoncer, je vais pas dire des trucs qui sont faux, je vais pas mentir sur elle en fait, sous prétexte que je ne l'apprécie pas. Et idem pour M-Metim, je vais ni les enfoncer, ni les encenser, si j'ai pas de réelles preuves en fait de ce qu'il en est vraiment. Pour le moment, je ne sais pas, je peux pas me prononcer. Voilà, je sais pas, je suis pas un tribunal, j'ai vu des choses de mes propres yeux qui m'ont particulièrement choquée, venant d'un camp en particulier, et vous savez de quel camp je parle. Il est question d'insultes, de cyberharcèlement, de divulgation de photos intimes de la youtubeuse italienne
dont je vous avais parlé. D'ailleurs, l'autre youtubeuse italienne qui a fait les 3 parties, là, les 3 longues parties, j'ai pu voir sa 3e vidéo qui dure quasiment 3 heures, qui était top. Je vous jure, j'ai kiffé. Et elle aussi, malheureusement, commence à recevoir des petits trucs bizarres, en fait, sur les réseaux. Après, bon, ça reste une petite bande qui s'en prend à ces personnes. Quand je vous dis une petite bande, ils sont 10 à tout péter, quoi. Donc voilà, en termes de cyberharcèlement, je pense qu'on a vu un peu plus impressionnant. Mais il n'en reste pas moins que pour une personne qui subit ça de façon constante, ça peut devenir usant, en fait, à force. Moi-même, dans cette situation, je sais pas comment je pourrais le vivre. Maintenant, la vraie question que je me pose, c'est qui a le temps de faire ça de bon matin? Parce que quand je vous dis que c'est constant, c'est genre du matin au soir, tous les jours, du lundi au dimanche, et rebelote. Mais qui a le temps de faire ça? Ouais, je sais pas. Moi, jamais de ma vie, en fait, jamais de ma vie, je perdrais mon temps à faire des trucs aussi ridicules. En plus, quand vous voyez les commentaires, bon, c'est un humour, vous savez, c'est des insultes, des moqueries et tout, puis il y a plein de gens qui rigolent en dessous, enfin, plein de gens... 5 ou 6 gens qui rigolent en dessous, mais c'est même pas drôle, je vous le dis la vérité, je sais pas, après peut-être que c'est un humour que moi je maîtrise pas, ça doit être un humour de gens riches, ou je sais pas, mais c'est pas drôle du tout, même leurs vidéos d'imitation qu'ils font, enfin c'est pas très marrant, enfin j'espère honnêtement que si je suis amenée à être imitée dans une vidéo, que ce sera un peu plus réussi que ça, parce que c'est ni marrant, ni offensant, c'est malaisant, donc je sais pas. Donc l'affaire continue, j'ai pas toutes les réponses à toutes mes questions, je vous le cache pas. Si j'ai du nouveau, je vous le mettrai sur un post YouTube, vous savez, dans l'espace commentaire, ou sur un post sur mon Instagram, histoire de pas polluer toutes les vidéos que je vais faire, parce que je pense pas que dans toutes mes vidéos, je ferai une petite partie pour raconter la mise à jour. D'ailleurs, si des Italiens passent par là, s'il vous plaît, n'hésitez pas à me mettre en barre des commentaires les mises à jour que j'ignore. Grazie mille. Eh bien écoutez, concernant mon opinion sur cette affaire, je pense qu'effectivement il s'agit d'un coup de feu involontaire. Alors, il y a 2 hypothèses possibles. Soit Antonio a voulu faire une mauvaise blague à Marco tandis qu'il était dans son bain, il a sorti son arme, il a fait genre « Ah, je te tire dessus » et il lui a véritablement tiré dessus. Soit, peut-être qu'en récupérant son arme, effectivement, elle a glissé, il l'a rattrapée, et le coup accidentel est parti. Donc je pense pas que ce soit un coup de feu volontaire, puisque je comprendrai pas le sens du coup de feu volontaire. Honnêtement, je pense qu'Antonio s'est certainement rendu compte très rapidement qu'il avait tiré, et que c'était la raison pour laquelle Marco se sentait aussi mal. Alors, de savoir si Maria et Martina étaient au courant de ce qu'il s'était passé, honnêtement, j'ai quand même quelques doutes. Par contre, la seule chose dont je suis sûre, parce que c'est un ressenti que j'ai, c'est que Federico n'a pas sa place en prison. Pour moi, Federico, c'est très certainement la personne la plus innocente dans cette triste histoire, pour une raison très simple, c'est que c'est lui qui appelle en premier les secours quand il voit que Marco a perdu connaissance. Donc je pense que Federico ne savait pas ce qu'il se passait, et quand il est tombé sur la douille dans la salle de bain, il a compris que Marco avait vraiment pris une balle, et il a demandé à son père d'appeler les urgences. Et je le crois quand il dit qu'il n'a pas entendu son père parler au téléphone. J'ai vu son interview dans son intégralité, et effectivement il a l'air de bonne foi, et puis même tout le reste en fait me fait penser qu'il a vraiment rien à voir dans tout ça. Sa copine non plus, en soi, de toute façon elle a été acquittée viola. Mais lui en fait ça m'a fait beaucoup de peine, parce que autant certains pourraient penser que Martina a pu aider son père à cacher le fait que Marco avait reçu une balle, autant Maria, peut-être qu'elle a compris, mais qu'elle a préféré ne rien dire, et encore, j'ai de gros doutes, mais Federico, je vois pas le rapport, en fait. Le gars, ça a été celui qui s'est montré le plus réactif, ça a été celui qui a compris le plus rapidement, et pourtant, ça l'a pas empêché de finir en prison. Peut-être que ce qui a joué en sa défaveur, c'est, vous savez, les enregistrements chez les carabiniers, quand on le voit se mettre d'accord avec son père, sa sœur, de ce qu'il faudra dire.
Je pense que son intention à Federico, c'était simplement de faire en sorte que son père n'ait pas de problème, même s'il avait fait quelque chose de grave. Mais genre, il y a réfléchi après coup. C'est une fois qu'ils sont arrivés chez les gendarmes que là, Federico a dû penser qu'il était préférable de tous se mettre d'accord sur une version commune. Donc, bon. Après, la question que je me suis posée, c'est est-ce que le comportement de la famille Ciontoli ne pourrait pas être étudié, vous savez, par rapport à l'expérience sociale de Solomon Asch, qui avait fait une étude dans les années 50 pour analyser le conformisme dans un groupe d'individus. Je ne sais pas si tout le monde connaît cette étude, mais elle est très intéressante. Je vous conseille d'aller vous renseigner dessus sur Internet. Je ne vais pas vous développer cette étude, comme ça je vous laisse le soin d'aller le vérifier par vous-même. Et comme ça, vous verrez qu'il y a d'autres études annexes et on apprend des choses vraiment très intéressantes sur les comportements humains. Donc peut-être qu'il y aurait un lien avec l'étude de Solomon Asch. Mais vous, n'hésitez pas à me mettre en barre des commentaires ce que vous en avez pensé, si d'après vous, toutes les condamnations sont justifiées ou pas. Enfin bref, ce que je vous propose, c'est que si cette affaire vous a intéressé à défaut de vous avoir plu, n'hésitez pas à me mettre un petit j'aime sous la vidéo, mais surtout, n'hésitez pas à vous abonner, c'est encore mieux. Je vous dis à très bientôt.